qui évolue tous les ans. Voilà. Jeune retraité de l'enseignement d'ailleurs. Astrologue accompli, cet autodidacte de l'astrologie pratique l'art du Rani avec Maestreya. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs praticiens de l'astrologie horaire et de l'astrologie prévisionnelle qu'il défend très souvent avec vigueur. Il a par ailleurs publié de nombreux articles dans des revues professionnelles en France, Astralis, Revue du Cédra, Ast, Astrologos, le Courrier d'Hermès, l'Écho d'Hermès, le 3711, Bulletin de liaison du RAO. Il a fait aussi en Belgique, avec Infosofia, en Suisse, avec Vegastar. Il a assuré des conférences, oui, mais justement, c'est qu'il dure dans le temps, c'est ce qui est très bien d'ailleurs. Voilà, non, on peut pas. Tout à fait. Et donc, il assure des conférences, des séminaires à l'atelier d'astrologie d'Aquitaine sur différents thèmes ésotériques. Fin 2012 ou début 2013, Bernard animera un séminaire d'une journée qui aura pour titre « Initiation à l'astrologie horaire ». C'est une chance, il faudrait savoir bien la saisir. Voilà, aujourd'hui Bernard va nous présenter le cas Adam Lanza. Et vous savez que quand ça a été fait, nous ne savions pas encore qu'il allait nous créer une œuvre extraordinaire sur l'astrologie horaire que vous avez là-bas au fond. Bon, alors vous allez arrêter les violons et la symphonie quand même. Hein. Ça va. Parce que là, le sujet que je vais vous présenter n'est pas du tout romantique. Il est même très douloureux. Mais enfin, c'est bien fait pour les États-Unis quelque part. Vous comprendrez pourquoi très vite. Et je vais avoir besoin des mains merveilleuses de Michel. Michel Morel. J'ai cru qu'il allait dire Et de la fée bétaillole et sa baguette magique. Oui. Mais là, je vais dire. J'ai dit. Bon, d'accord. Ok. Le cas Adam Lanza. Bah c'est bien, je vais pouvoir lire carrément au tableau. On sait lire nous-mêmes. Mais attention, hein, comme j'ai 62 ans, mes yeux sont un peu fatigués, tu vas quand même me mettre ça en grand format, si tu peux. Non, non, on n'est pas chez l'ophtalmo ici. Hein. Voilà. Du 15 septembre 1959, Poe Elementary School, Houston, Texas, au 14 décembre 2012, Sandy Hook Elementary School, Newton, Connecticut, pas moins de 16 tueries, une tous les 3 ans environ, ont ensanglanté les écoles, lycées et universités américaines, faisant 138 morts et au moins 157 blessés. Comment en sommes-nous arrivés là, se demandent les parents, éducateurs, psychiatres, sociologues, hommes politiques et communautés religieuses. Bien sûr, la réponse est multiple et complexe, au-delà du droit de port d'armes garanti par la Constitution des États-Unis depuis 1791, deuxième amendement. Mais l'astropsychologie apporte un éclairage précieux tant sur les tueries elles-mêmes que sur la personnalité des mass murderers, tueurs de masse, tels la fusillade de Sandy Hook perpétrée par Adam Lanza. Alors, ne pas confondre les tueurs de masse avec les tueurs en série. Ce sont deux groupes totalement différents, même s'il y a, je dirais, des gradations. Vous verrez que tout à l'heure, Anders Behring Breivik peut être considéré à la fois comme un tueur de masse et comme un tueur en série dans le processus de ces crimes. Bon. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? D'abord parce que pendant longtemps, quand j'étais enseignant, j'enseignais la civilisation américaine, et j'ai toujours été frappé par son caractère violent et permissif par rapport à cette violence. Vous savez que récemment, il y a un petit garçon qui a tué sa petite sœur de 2 ans, puisque ça, c'est un fait incroyable. Il existe des sociétés commerciales américaines qui vendent des fusils pour enfants, et même des fusils pour petites filles qui sont en plastique rose, qui tuent à balles réelles, en plus. Parce que régulièrement, on entend parler de ces tueries aux États-Unis. Ça devient un fait banal, d'une certaine façon. Parce que l'on voit que ça ne règle pas la situation. Vous savez que récemment encore, les républicains ont rejeté la proposition de Barack Obama de réglementer la vente et l'usage des armes. Et parce que je me suis beaucoup penché sur le cas d'Adam Lanza, quand j'ai appris qu'il était atteint d'un syndrome
d'autisme profond. Et je me suis posé la question, en quoi peut-être son autisme a-t-il participé de son destin meurtrier? Et vous verrez que la réponse est malheureusement positive. Et je pense également à toi, Corinne, parce qu'on va voir que la blessure de Chiron est très fréquente dans les thèmes de ces tueurs de masse. Voyez. Alors, je vous propose une étude en 3 volets. La première, c'est l'étude évidemment du ciel de la tuerie de Newton. Deuxièmement, de regarder le thème d'Adananza, même si je n'aurai pas le temps de l'étudier à fond. Et troisièmement, c'est d'ouvrir l'étude avec une astrotypologie avec 7 tueurs en série, dont Adananza. Et j'ai recherché à ce moment-là quels étaient leurs points communs au niveau des aspects. Et vous verrez qu'il y a un soleil notamment perturbé profondément dans tous les cas. Voyez, voilà. Alors, regardons un petit peu ce thème de tuerie. 14 décembre 2012, 9h49. Les 27 000 habitants de Newton, petite ville tranquille du Connecticut, basculent dans l'horreur. Adananza, 20 ans, armé d'un fusil d'assaut et de 2 pistolets, vient de faire un carnage à l'école primaire Sandy Hook. Pendant près de 14 minutes, il tire près de 80 balles, tuant 6 adultes et 20 enfants, 8 garçons et 12 filles, de 6 à 7 ans, avant de se suicider d'une balle dans la tête cernée par la police. Le jeune homme ayant débuté son massacre par sa propre mère, institutrice de maternelle à Sandy Hook, retrouvé dans son lit, à leur domicile, le crâne éclaté de 4 balles. Observons le ciel de cette épouvantable tragédie. Alors, regardez un petit peu ici. Alors, on a un soleil qui est aveugle, vous voyez, en Sagittaire. Pas d'aspect planétaire majeur. La conscience, au sens de lucidité d'Adananza, est proprement aveuglée par sa tuerie. Ce soleil en Sagittaire, signe aimant les armes à feu, ça ne faut pas l'oublier quand même, hein. D'autant plus que vous savez qu'il y a de multiples thèmes de la fondation des alliés qui circulent, dont un est un ascendant en Sagittaire. Et par ailleurs, qu'on appelle la carte Sibli, est par ailleurs gouverné par Jupiter rétrograde, étroitement conjoint à la Lune noire, moyenne, orbe 40 minutes, lui-même réception mutuelle et opposé à son maître Mercure dans l'axe 4-10 du destin. Rébellion, confusion mentale, voire délire, basculant dans le massacre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder également que l'axe des nœuds lunaires se confond pratiquement, presque exactement, avec l'axe fond du ciel, milieu du ciel. Cette tuerie était-elle une fatalité pour Newton? Peut-être, avec un axe des nœuds lunaires se confondant presque avec l'axe 4-10 du thème d'événement. On pourrait dire à la limite que c'était fatal, c'était inéluctable pour ce lieu, pour cette petite ville malheureusement. Le nœud sud maléfique, rétrograde, 25 degrés 53 taureaux, sur le fond du ciel, cadre territorial et habitant, et très étroitement conjoint à Algol, 26 degrés 18 taureaux, la plus mauvaise des étoiles fixes, de la nature de Jupiter et de Saturne. Alors vous savez qu'il y a une somme incontournable qui est de Vivian Robson, qui est un astrologue australien, qui a écrit un livre sur les étoiles fixes, et il dit ceci alors le livre s'intitule Fixed Stars and Constellations, il dit ceci: Algol entraîne le malheur, la violence, la décapitation, la pendaison, l'électrocution et la violence populaire. Elle provoque la mort du natif et des autres. Donc déjà, cette étoile fixe a joué un rôle très important dans ce ciel de tuerie. Ce ciel déjà bien mortifère montre une maison douce, épreuve, dominante, occupée par Mars et Pluton maléfique. Mars, exalté en Capricorne, signe implacable, sextile à la conjonction milieu du ciel, nœud nord rétrograde, destin fatal, en Scorpion, qui gouverne, maître traditionnel, vient de se lever, tandis que la Lune, en exil Capricorne, vient de se séparer de Pluton, orbe 2 degrés 04, activant son carré à Uranus, maître moderne d'ascendant en Bélier, astre éruptif dans un signe impulsif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien étroit avec le thème d'Adananza, que vous verrez tout à l'heure, qui est un amas planétaire en Capricorne, qui a une dominante saturnienne très profonde. 2 dernières configurations planétaires accentuent encore la nature morbide du thème. Saturne maléfique, réception mutuelle Mars, domicile, et maître traditionnel de 1, Newton, 8 et de 8 par exaltation, et de 12, 2 maisons malheureuses. Neptune, deuxième maître moderne de 1,
et carré au stélium au milieu du ciel, nœud nord rétrograde Mercure-Vénus, faisant de ce massacre le délire mental d'un jeune homme sans doute psychotique. Or, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'un tueur de masse est en train de tirer, il y a un blackout qui se fait dans son esprit. C'est-à-dire que les neurones sont déconnectés. Il est comme dans un blanc. Et lorsque la tuerie est finie, là, il y a reprise de lucidité. Et là, on est face à l'irréparable qui vient d'être commis. Donc, il y a trois solutions. Ou on se suicide, ou on s'arrange pour être tué par la police, ou on se laisse prendre par la police et on s'abandonne à son destin. Voyez ? Alors, ce qui m'a par contre beaucoup impressionné, ce sont les images symboliques liées au degré. Alors là, c'est absolument extraordinaire parce qu'on a l'impression que les degrés décrivent la tuerie par le détail. Enfin, les images symboliques des angles et des planètes décrivent de façon saisissante le climat uranien de fin du monde de cette tuerie de Newton. Ascendant, 1,56 degré Verseau. Un orage inattendu, des éclairs sillonnent les nuages, degré Sabian. La tragédie menace. Nœud nord rétrograde, 23,53 degré Scorpion. Un homme nageant dans l'océan démonté, degré de Borély. Alors je vous expliquerai après de quoi il s'agit. Adam Lanza en plein délire. Uranus à 4,37 degré du Bélier. De nuit, un temps menaçant, sombre et orageux. La lueur des éclairs illumine une montagne sur laquelle progresse un homme fort et décidé, degré de Borély. Alors, Adam Lanza est parti à pied de chez lui après avoir tué sa mère. Et il est rentré comme ça, évidemment, facilement dans l'école, puisque tout le monde le connaissait, où sa mère était institutrice. Adam Lanza pénètre dans Sandy Hook Elementary School. Pluton, 8,43 degré Capricorne. Un homme tombant à terre, degré thébaïque. Il abat d'abord les adultes s'interposant. Milieu du ciel, 24,59 degré Scorpion. Un loup s'enfuit d'une cour de ferme, semant l'épouvante autour de lui, en portant une oie dans sa gueule. Plus loin, un autre loup hurle à la mort sur le cadavre d'un cheval. Degré de Borély. Adam Lanza traque et tue 20 enfants. Saturne, 8,01 degré Scorpion. Un jeune enfant d'une dizaine d'années. Vous voyez, véritablement, les personnages sont dans les degrés. Pauvrement vêtu, est assis sur un tronc d'arbre et regarde tristement un nid tombé et gisant à terre, degré de Borély. La tragédie est consommée. Soleil, 23,2 degré Sagittaire. Un homme qui se poignarde, degré thébaïque. Adam Lanza se suicide. Alors, je vous parlais des degrés de Borély. Alors, on les doit à Jeanne Douzia, dit Jean Duze. Vous connaissez peut-être. Au début des années 1930, Jean Duze publia les 360 degrés du zodiaque, ensemble d'images monomères reprenant la liste d'Antonio Borély, voyant du 19e siècle, lui-même inspiré par les degrés thébaïques et hindous. Voilà. Alors, évidemment, quand j'ai étudié le thème de cette tuerie, je me suis demandé, mais qui est derrière cela, qui est le jeune homme qui a pu commettre une telle horreur? D'autant plus que Adam Lanza a emporté son mystère, évidemment, dans sa mort. Hein. Qui était donc Adam Lanza? Son thème contient-il des éléments de folie meurtrière expliquant cette atroce tuerie? Alors, Michel, tu peux nous mettre le thème d'Adam Lanza? Voilà, thème d'Adam Lanza. Non, c'est pas lui. Non, c'est après. Ah non, non, descendre encore. Bon, c'est bon. Je vais faire plus petit, hein. Non, non, c'est bien. Non. Est-ce que tu peux le monter un tout petit peu plus, s'il te plaît? Voilà, non, c'est bon. Alors, l'heure inconnue, mais ça n'empêche pas hein, d'étudier le thème malgré tout, hein, puisqu'on se fonde essentiellement sur la répartition des planètes en signes et de leurs aspects. Alors, d'abord, il faut que je vous dise comment on reconnaît un tueur de masse par rapport à un tueur en série. Hein, parce que tout ça, évidemment, extrêmement codifié par les criminologues. D'après les criminologues américains, le profil type du tueur de masse, à ne pas confondre avec le tueur en série, présente les 6 critères suivants. Une solitude sociale, très Saturne évidemment ça. Une intelligence supérieure à la moyenne, ce qu'était Adam Lanza, et ce que sont souvent d'ailleurs les autistes. Un environnement familial et social favorable évidemment à devenir un tueur. Un massacre collectif prémédité et minutieusement organisé. Un massacre collectif dans un lieu réputé pour sa sécurité fonctionnelle. École, lycée, université, conseil municipal, cinéma, etc. Pour le conseil municipal, rappelez-vous Richard Durn, hein, en 2003. Oui, oui. Pour le cinéma, on étudiera tout à l'heure le thème de Holmes, qui a tué dans un cinéma en se prenant un petit peu pour un personnage de Batman. Une exécution méthodique et de sang-froid. Alors, je n'ai pas le temps d'étudier, bien sûr, à fond le thème d'Adam Lanza,
Mais comme je savais qu'il était autiste, j'ai essayé de rechercher les éléments d'autisme dans ce thème et de voir comment il pouvait se raccorder à cette tuerie. Bon, alors d'abord ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une nette dominance Capricorne, vous voyez, avec le nœud nord, la Lune, Uranus, Neptune en Capricorne. On a Saturne angulaire en Verseau. On a une croix du thème qui est fixe, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une cristallisation de la pathologie mentale aussi, quelque part. Hein, voilà. Bon, on ne peut pas aller plus loin, puisque évidemment nous n'avons pas l'heure exacte. Moi, je l'ai en fait dressé pour tout ça. Alors, ce qui frappe lorsqu'on étudie les cas de masse majeuse, de tueurs de masse, c'est que dans tous les cas, on a une préparation minutieuse et ce qu'on appelle souvent du point de vue du criminologue une émotion glacée. C'est-à-dire qu'en fait, ils tuent un peu comme des automates. La dominante saturnienne du thème ne suffit pas à expliquer l'exécution de sang-froid de 27 personnes. Adam Lanza souffrait du syndrome d'Asperger depuis l'âge de 5 ans. Alors, le syndrome d'Asperger, il a été identifié en 1943 par le psychiatre autrichien Hans Asperger. C'est une forme d'autisme probablement d'origine génétique. Il se manifeste par un trouble du développement neurologique, maladresse physique, déficit de communication non verbale et diminution de l'empathie. C'est très important, la diminution de l'empathie, c'est ce qui va faciliter malheureusement le passage à l'acte. Ces symptômes sont associés à des comportements répétitifs, une utilisation atypique du langage et des intérêts restreints. Donc je vous ai dit qu'il était atteint du syndrome d'Asperger depuis l'âge de 5 ans. Il était incapable de ressentir la douleur. Quand il était dans l'équipe de baseball, tout le monde devait être prudent, afin qu'il ne tombe pas, parce qu'il pouvait vraiment se blesser et ne pas le sentir, raconte un ami d'enfance de la famille, confirmant qu'Adam avait sans doute des problèmes mentaux. À ce propos, le carré Lune, psychisme, Mercure, communication, tu peux nous montrer, Josette? Voilà. Lune-Mercure, voilà. Donc le carré Lune-Mercure montre que le jeune homme avait du mal à faire le lien entre émotion et intellect, ne laissant transparaître aucune émotion sur son visage, bien qu'il fût gêné dès qu'on le regardait, déclarent ses camarades. En plus, c'est un garçon qui s'habillait à l'encontre de ses camarades, des vêtements d'adultes, boutonnés, le col boutonné pratiquement jusqu'au menton, et donc rasant les murs et ne parlant pas à ses camarades, et fuyant tout contact physique et intellectuel. Cette incapacité à ressentir la douleur physique pour lui, comme pour les autres, explique pourquoi il tire à plusieurs reprises sur toutes ses victimes. Ce déficit d'empathie se retrouve également chez 6 autres masses malheureuses tristement célèbres, faisant l'objet d'un essai d'astropsychologie. Tu veux ajouter quelque chose, Josette, peut-être? Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas les heures, parce que sûr que Saturne est très important. Oui, sûr que Lune, bon, elle est déjà valorisée parce qu'elle est conjointe au nord, mais il y a des angularités qui nous échappent. Est-ce que l'un des deux n'est pas mettre d'ascendant? C'est sûr qu'on gagnera connaître l'heure, on est déjà séparés. Alors, ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est que vous avez un pôle affectif, Soleil Taureau, Vénus en Bélier, qui est très fort, très intense, qui doit être assouvi. Or, ce que l'on constate également, c'est que tout cela s'oppose à une Lune en Capricorne. Donc, il va y avoir une cristallisation souvent des émotions et des sentiments. C'est-à-dire qu'en Darlanza est une espèce de cocotte minute depuis l'enfance, la pression monte, 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 il va falloir la résoudre. Et comment la résoudre? Eh bien, par un acte, qui va être ici un acte de tuerie. Là, même si on enlève ça, il n'en reste pas moins que Vénus, qui la vie, se rapproche très dangereusement de Vénus. C'est vrai qu'elle est à 12 degrés, mais c'est vrai qu'elle n'est pas loin d'être au-dessus. Voilà. Et donc ça fait un comportement taureau-bélier qui revient à Mars-Vénus. Voilà. D'un Mars qui n'aurait pas laissé supposer, parce qu'il est en poisson, comme quoi les pétards mouillés d'un Mars en poisson faisant méfier. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de micro. Bon, et puis Mars en poisson n'a pas de limite, il ne faut pas oublier. C'est le pétard mouillé. Oui. Et vous avez remarqué que la Lune va bientôt rencontrer Uranus. Donc tout ça est extrêmement sous pression, et Neptune enlève les limites. Donc c'est un gosse qui est capable de n'importe quoi.
Et il y a un mot, bon, vous le lirez dans l'intégralité de mon étude, lorsqu'il a 5-6 ans, lorsque la mère s'absente, elle le confie donc à une gardienne qui vient à la maison, et elle dit à la gardienne surtout de lui tourner jamais le dos. Il est capable de tout. Vous voyez ? On revient à ce que disait Martine ce matin, qu'il faut regarder la planète rapide, la première chose qu'elle va rencontrer, c'est Uranus. Quand va-t-elle rencontrer Uranus? Que s'est-il passé au moment où elle a rencontré Uranus? C'est peu de temps après la naissance, ce qui laisse penser que le trouble, il l'avait quasiment en naissant. Non, on pense de plus en plus que c'était quand même un autisme génétique, hein, quelque part. Hein. Bon. Alors, vous verrez que dans tous les cas, le père est absent. Soit le père est absent parce qu'il est parti, c'est-à-dire que souvent les meurtres ont eu lieu après le divorce des parents ou pendant que les parents divorcent, ou parfois le père est dans la toute-puissance parce qu'il est extrêmement brillant sur le plan intellectuel, il écrase son fils. C'est le cas d'Holmès. Tu peux descendre, Michel, s'il te plaît? Non, oui, c'est vrai. Un peu plus haut. Non, on a vu ça. Vas-y, descends. Ce que j'ai retenu, certains sont restés tristement célèbres et je les ai classés par ordre, je dirais, chronologique de leur forfait. Charles Manson, bien sûr. Je dirais celui qui a ordonné l'exécution de Sharon Tate, l'épouse de Polanski. Il n'était pas là sur les lieux du crime. Ronald DeFeo, c'est celui qui a tué sa famille. C'est en fait, entre guillemets, le héros d'Amityville, dont on a tiré à la fois le roman et la série des films. Eric Harris et Dylan Klebold, ce sont les deux adolescents qui ont perpétré le massacre de Columbine aux États-Unis en 1999, dont on a tiré également un film. Bon, alors, je ne présente pas, vous connaissez, Anders Behring Breivik, en Norvège. James Egan Holmes, qui s'est pris pour un héros de Batman et qui a tué des spectateurs dans un cinéma. Et Adam Lanza, donc, qui était l'objet de mon étude. Voilà. Et je me suis posé la question, présente-t-il une astrotypologie commune qui en fait des tueurs de masse? Alors évidemment, mon étude, je dirais, comparative est un peu restreinte. Mais vous verrez qu'il y a des aspects communs qui ressortent bien. Il serait intéressant éventuellement de les étendre à des tueurs en série, ou peut-être, parce que je pense que ça peut fonctionner aussi pour certains tueurs en série, ou des tueurs de masse plus anciens. Bon, je pense par exemple à l'américain Jeffrey Dahmer, je pense aussi à Albert de Salvo, etc. Hein, vous voyez. Également des tueurs allemands sous le nazisme, etc. Alors, tu passes le premier, on va s'intéresser à Charles Manson. Non, tu descends. Alors, Charles Manson. Voilà. Pour lui, on a une heure exacte. 9 août 1969, environ minuit, heure locale, Benedict Canyon, près de Los Angeles, au-dessus de Beverly Hills. Traînant un lot passé de marginal délinquant, vol de voitures, recel de chèques volés, proxénétisme, viol, etc. Depuis l'âge de 13 ans, Charles Manson, 35 ans, gourou d'une communauté hippie apocalyptique, The Family, fait assassiner par ses membres l'actrice Sharon Tate, épouse enceinte du cinéaste Roman Polanski, ainsi que 4 amis. Charles Manson et ses comparses sont condamnés à mort. En 1972, la Cour suprême de Californie, ayant déclaré la peine de mort inconstitutionnelle, commue la sentence en réclusion à perpétuité. Bon, alors, Charles Manson, c'est un cas assez classique, pas très difficile à déchiffrer, une enfance absolument effroyable, né de père inconnu, d'une mère prostituée, qui le jette dehors à l'âge de 6-7 ans, et qu'il veut retrouver à l'âge de 13 ans, elle le remet dehors, elle n'a rien à faire. Et c'est donc un gosse qui va s'élever dans la rue, faire toutes sortes de petits boulots, et dont le mental va peu à peu basculer dans la folie sectaire. Voilà. Il faut dire aussi qu'on était en pleine période hippie, et que les communautés pullaient autour de Los Angeles, il faut quand même le dire. Voilà. Bon, je vous laisse regarder un petit peu le thème. Vous voyez qu'il est extrêmement dur, hein, avec des planètes, je dirais, paroxystiques. Hein. Vous avez Uranus, Jupiter, Pluton, la Lune qui crée un mental cyclotimique, au milieu du ciel, etc. Une conjonction Mars-Neptune, là encore, l'action peut être tout à fait de déréliction, etc. Bon, voilà. Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'il soit devenu un gourou? Ce qui pourrait, moi je pense Jupiter angulaire, Uranus, donc le leader, c'est quelqu'un qui savait bien parler aussi,
Mercure, Jupiter. Donc, quelque part, je pense qu'il a dû séduire des paumés qui étaient dans son entourage et les enrôler un petit peu dans cette espèce de rêve hippie qui était un petit peu le mythe de la Californie de l'époque. Voilà. Puis on retrouve encore, hein, regardez, Mars, Neptune, côté leader, etc. Ouais, aussi. Ouais. Alors, le deuxième, c'est plutôt un duo. Tiens, tu descends, s'il te plaît. Ronald. Alors, attends, j'en ai un que j'ai peut-être raté. Non, c'est Defeo. Oui, voilà, Defeo. Bon, tout le monde a vu peut-être les films Amityville, on s'en souvient un petit peu, la maison de l'horreur, comme on dit. 13 novembre 1974, 3h15 du matin, heure locale, Amityville, Long Island, non loin de New York. Ronald Defeo Jr., 23 ans, armé de son fusil 357 Magnum, abat son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs dans leur sommeil. Prétendant que le diable ou des voix lui auraient ordonné attraper, tuer. Il est condamné à la prison à perpétuité. Ronald Defeo Jr. est demeuré célèbre aux États-Unis comme The Amityville Horror Killer. Alors, cette maison du diable, elle a donné lieu à toute une série de films. Hein. La tuerie d'Amityville est rapidement devenue un mythe avec le best-seller de Jay Hanson, The Amityville Horror, A True Story, une histoire véritable, en 1977, et surtout le film de Stuart Rosenberg, Amityville, la maison du diable, 1979, suivi de 10 remakes de 1982 à 2012. La veine de l'horreur se porte bien. Mais il n'a pas été reconnu fou. Alors, je me pose la question. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plaidé la folie. Il a plaidé, si vous voulez, la schizophrénie, déclarant qu'il était habité par des voix qui lui commandaient de tuer ses parents. Bon. Alors, le père est extrêmement sévère. Conjonction Soleil-Saturne, c'est-à-dire que le père, il frappe son fils qui a 23 ans. Il n'hésite pas à faire le coup de poing si le fils ne rachète pas sa conduite. Bon, bah évidemment, à l'époque, comme beaucoup, si vous voulez, d'héritiers du mouvement hippie aux États-Unis, le petit Ronald, il boit un petit peu, il se drogue, il sort sans l'autorisation du père, il revient un petit peu éméché, il joue un peu avec les armes à feu. Et le père le corrige à chaque fois. Et puis ce qui s'est passé, ça a peut-être été la claque ou le coup de poing de trop. Je pense que ça a dû travailler dans la tête, et à 3h du matin, elle a décidé de liquider toute la famille. Voilà. Vous voyez. Le pauvre, il a liquidé toute la famille. Bon, et puis il y a un ego, envie d'exister. Hein. Soleil opposé Jupiter. Voilà. Une amplification aussi importante, hein, quand même. Hein. Et puis un orgueil. Il ne supportait plus d'être humilié par son père. Regardez la main planétaire ici, en Lion. Hein, aussi. Hein, regardez, Lune, Trigone, Jupiter. Donc, il y en a assez que papa me traite comme un petit garçon, il continue à me frapper, c'est pas possible. Voyez. Voilà. Troisième thème. Alors, attends, là, oui, alors, je montre également le deuxième, puisque c'est un duo, hein, ce sont les 2 assassins de Columbine, et le second, c'est Dylan Klebold, d'accord. 20 avril 1999, 11h19 heure locale, Columbine High School, Columbine près de Littleton, Colorado. 2 étudiants de 18 ans, Eric Harris et Dylan Klebold, munis d'un fusil à pompe calibre 12, d'une carabine, d'un pistolet semi-automatique 9 mm et de plusieurs couteaux de chasse, une vraie panoplie, hein, tuent 12 de leurs camarades et un professeur, blessant 24 autres personnes. 12h08, les meurtriers se suicident d'une balle dans la tête pour Klebold, d'une cartouche dans la bouche pour Harris. Ce massacre, le plus meurtrier jamais perpétré dans une école secondaire américaine, a inspiré Bowling for Columbine du journaliste et réalisateur Michael Moore en 2002, Oscar du meilleur film documentaire. Et le film Elephant du cinéaste Gus Van Sant, Palme d'Or au Festival de Cannes 2003. Alors l'expertise médicale, les psychiatres ont déclaré que Eric Harris était un psychopathe avec complexe de supériorité et Klebold un dépressif profond. Alors on va revenir sur le thème d'Eric Harris parce que c'est le meneur du duo. Voilà. Alors on retrouve Uranus à l'ascendant, voyez. Une conjonction très pulsionnelle Mars, Soleil, Vénus en Bélier, opposé Pluton. C'était un adolescent extrêmement tourmenté. Hein.
Alors, comme ils étaient toujours ensemble, il y avait une amitié profonde entre eux, ils se faisaient traiter de PD par les étudiants. Ils étaient rejetés constamment, ils étaient même souvent frappés à l'issue des cours. Donc, il y avait une forme de harcèlement moral et physique aussi. Et donc, la coupe était pleine. Il était décidé qu'on allait se venger et en même temps faire un acte qui les glorifierait. Et regardez aussi là, une opposée Neptune. Bon. Il y a un brouillard mental également. Bon. Avec Aris. Le deuxième, Dylan Klebold, qui est le suiveur, plutôt l'exécutant d'Aris. Alors, vous voyez que le thème est moins tendu, quand même, vous voyez, parce que là, on a un trigone, lune en Verseau, Jupiter, Mercure, Saturne au lever, en Balance, un thème plus doux, avec également Vénus en Balance, vous voyez, mais, nous retrouvons le carré Soleil-Neptune. Voyez, et il n'y a pas de connexion entre le Soleil et Saturne. Donc c'est quelqu'un qui peut être facilement influençable. C'était l'exécuteur. Il a suivi. Voyez, voilà. Dylan Klebold était considéré comme un dépressif profond. Donc on peut peut-être attribuer par exemple au carré le Soleil en Vierge, carré Neptune par exemple aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mais c'est moins évident. Non, c'est pas si évident que ça. Peut-être pas arriver à concilier. Oui. Ça Il y a plutôt l'ascendant, donc quand même c'est vrai. Oui. Mais on voit, quand on compare les deux thèmes, c'est quand même Aris qui était l'initiateur, qui était le plus torturé, le plus tourmenté, le plus atteint sur le plan psychotique. Quand même, oui. Bon, l'ascendant baléable, bon, à cet âge-là, 18-19 ans, ascendant balance, peut-être vénusien, assez malléable. Il a peut-être agi par amitié, par affection, vous voyez. Oui. Alors, on arrive à un monsieur beaucoup plus redoutable, parce que là, je dirais, de toute la collection que j'ai étudiée, lui, il est entre le tueur de masse et le tueur en série. Il y a une pulsion, mais la façon dont il a perpétré son massacre, ça tient véritablement de la froideur glaciale du tueur en série. 22 juillet 2011, 15h26, heure locale, centre d'Oslo, Anders Behring Breivik, 32 ans. Il est nettement plus âgé que les autres en plus. Ancien membre du Parti du Progrès norvégien, parti d'extrême droite. Fait exploser une bombe au quartier gouvernemental, tuant 8 personnes et en blessant d'autres. 17h30, donc quand même plus tard. Déguisé en policier, il se rend sur la petite île d'Utoya, proche de la rive du lac Tirishfjorden, environ 30 km au nord-ouest d'Oslo, où se tient le camp d'été de la Ligue des jeunes du Parti travailliste norvégien social-démocrate. Là, il ouvre le feu, tuant 69 personnes, en majorité des adolescents, avec un total de 77 morts et 151 blessés. Ces deux attentats constituent la plus grave attaque en Norvège depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus meurtrière fusillade de masse de l'époque contemporaine. 24 août 2012, Anders Behring Breivik est condamné à 21 ans de prison prolongeable, peine maximale en Norvège. Les juges estimant que si l'accusé souffre de troubles de la personnalité avec traits antisociaux et narcissiques, il ne présente pas de symptômes trahissant une schizophrénie paranoïde. Alors, Anders Behring Breivik a montré son véritable visage devant son procès. D'abord, il s'est glorifié de son forfait et déclarant que si c'était à refaire, il le referait et qu'il défendait les vraies valeurs nationalistes de la Norvège. Voilà. Oui. Vous voyez, tout est là. Le maître de lui. Oui. Donc il est maître de ses trois planètes. Voilà. Et vous constatez que Jupiter en Lion est aveugle. Donc il n'y a pas de cadre. On va jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite. Et Joseph, il n'y a pas de mètre de vie. Voilà. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, mais bon. Non, mais si tu enlèves le billet du ciel, tu as quand même tout ça. Oui. Si on avait une heure, ce serait encore mieux. Très mieux. J'ai cru qu'il y en avait une, mais déjà, il aura dû se mettre d'un amas planétaire. Bon, les parents étaient divorcés.
Il n'avait plus de rapport avec son père depuis longtemps. Les rapports avec la mère étaient relativement dégradés. Conjonction d'une Saturne ici, vous voyez. Et puis il y a besoin d'exister par une action d'éclat. Mercure, Soleil, Mars, en Verseau. S'il n'y a pas d'heure, on n'est pas sûr de ça. Oui. On n'est pas sûr de ça. Voilà, donc ça j'en tiens pas compte, tu vois. Ouais. Et on ne sait pas si Neptune ne serait pas un aspect de l'ascendant. Il y a des... Ce qui peut expliquer les valeurs nationalistes affectives de Anders Breivik, c'est Vénus en Capricorne, qui est un signe relativement attaché à la tradition également. Vous voyez. Mais on va retrouver ce qui est intéressant. Oui. Comme quoi les trigones, des fois... Ouais. Et puis on a un sextile, regardez, Mars-Neptune. Donc une action collective. Chaque fois, il est Mars-Neptune. Il est très fréquent, il est très fréquent. Le suivant, James Egan Holmes. Alors ça c'est le tueur de cinéma, celui-là. 19-20 juillet 2012, environ 1h du matin, heure locale, Aurora, Colorado, 30 km de Littleton, escadre de la fusillade de Columbine en 1999, donc c'était très proche. James Egan Holmes, 25 ans, fait irruption par une issue de secours dans la salle neuve du cinéma Century 16 durant la première projection de The Dark Knight Rises, troisième opus des Batman, super-héros dont il est fanatique. D'ailleurs, vous savez qu'il est apparu les cheveux teints en rouge durant son procès, au point de se teindre les cheveux en rouge et de se faire appeler le Joker. Équipé d'un gilet pare-balles, de 2 pistolets, d'un fusil d'assaut et d'une mitraillette automatique, Holmes lance une grenade de gaz lacrymogène avant de faire 12 morts et 59 blessés. Les spectateurs ont cru d'abord à des effets spéciaux avant de céder à la panique. Aujourd'hui, James Egan Holmes est passible au mieux de la prison à perpétuité, au pire de la peine de mort, qu'il pourrait éviter si ses avocats réussissent à prouver l'aliénation mentale. Alors ce qui est absolument extraordinaire, c'est que parmi les spectateurs, il y avait une jeune fille qui avait échappé au massacre de Columbine et qui est tombée sous les balles de Holmes. Donc, ça aurait été intéressant si on avait pu trouver son thème. Voyez. Alors, le père de James Egan Holmes est un brillant universitaire qui travaille en relation avec les milieux politiques américains, distants, qui attend beaucoup de ses enfants, très exigeants, voyez, qui voient conjonction Soleil-Saturne, Mercure en Sagittaire, trigone à Jupiter, donc une figure paternelle assez écrasante, auquel il a peut-être essayé de s'opposer ou de s'échapper, ou du moins de se démarquer par cette action d'éclat, quand même. Voyez. Voilà. Ouais. Bon, Lune en Vierge, carré Uranus. Ouais. Voilà. Donc si c'est carré à tout ça, c'est carré à tout ça parce que les planètes ils se suivent. Oui. Donc Lune en Vierge, un fond relativement timide. Hein. Difficile de s'opposer à papa dans des conditions comme ça, mais en effet avec le carré Uranus, action d'éclat, pour pouvoir un petit peu s'affirmer aussi. Voilà. Et on a ce Jupiter aussi en Bélier, qui est trigone, donc on peut facilement basculer dans ce type aussi d'action qui vous fait exister sur le plan international également. Voilà. Alors. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet trigone. Ouais. Le bilan comparatif ci-dessous présente les principaux aspects de tension pour chacun de ces masses malheuses. Attends, on nous a compris. Aspect des astres durs, Saturne, Uranus, Pluton ou luminaire, et planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars. Saturne signe le refoulement et la déréliction, sentiment d'abandon et de solitude morale, criminelle. Uranus, la marginalité et l'utopie destructrice, Pluton, l'angoisse et la paranoïa morbide. Quant à Jupiter et Neptune, planètes d'inflation, ils participent indirectement aux tueries de masse par la mégalomanie du premier et la schizophrénie du second. Les aspects de moins degrés d'ordre figurent en gras italique, ceux de Chiron en gras rouge. Alors j'ai dressé un tableau de synthèse en dessous, on va le regarder, voyez, et j'ai, ça c'est pour toi Corinne, j'ai placé en rouge les aspects à Chiron, qui vont apparaître en 3 ou 4 cas sur 7, voyez, voilà. Et je me suis intéressé également aux aspects de moins de 1 degré d'orbe, voyez. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder ça. Et après, ce que j'ai cherché, j'ai essayé de, pour faire la typologie, de dégager des aspects communs et plus fréquents. Voyez. Voilà. Vous voyez, Holmes, 2 aspects de Chiron quand même. Hein.
Klebold, Uranus opposé Chiron. Jupiter, rétrograde, carré Chiron chez Bering Breivik. Donc, pour beaucoup, il y a une blessure initiale qu'il faut guérir, qu'il faut compenser. Voilà. Donc, si on reprenait dans le fond, pour suivre Corinne, on devrait regarder dans chaque maison où est Chiron. Oui, c'est intéressant. Alors, tu descends, Michel? Quelle typologie criminelle se dessine à travers ces 7 masses meureuses? Leurs aspects de tension respectifs montrent-ils des lignes directrices, des convergences dessinant un profil commun? Celui-ci permet de dégager 5 configurations, autant d'indices traduisant des prédispositions liées à un terrain psychique vulnérable. Alors, dans 7 cas sur 7, on trouve un soleil perturbé, agressé par Mars ou et par les astres durs. Uranus, Pluton. Voyez. Saturne signe le refoulement et la direction criminelle. Les oppositions carré Soleil-Saturne symbolisent souvent un rapport frustrant, voire castrateur au père. Père que Charles Manson, tu descends là, comme ça pour être là. Père que Charles Manson, enfant d'une prostituée alcoolique, n'a jamais connu, alors que Ronald DeFeo Sr. frappe son fils au visage lors d'une dispute la veille du massacre. James Egan Holmes paraissant comme éclipsé, presque reclus sur lui-même selon ses voisins, par la personnalité de son père Robert, analyste scientifique passé par les prestigieuses universités de Stanford et Berkeley, Californie. S'installe alors un complexe d'échecs commandé par un surmoi rigide, Saturne, bloquant le développement de la personnalité, Soleil, qui se flétrit en peur de vivre, pessimisme foncier, tendance dépressive. L'être devient dur, se fermant à la pitié, jusqu'à exploser en folie meurtrière pour s'imposer. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, dans les cas extrêmes, pour peu que la Lune soit électrocutée par Uranus. Donc il est important de voir que ce Soleil perturbé, très souvent, il cohabite avec une Lune qui elle-même est très très exposée aux attaques d'Uranus ou de Mars ou de Neptune. Voyez. Donc d'abord on a un Soleil perturbé. Deuxième point commun, une Lune perturbée agressée par Uranus, dans 3 cas sur 7. Charles Manson, Holmes, Lanza. Avec le couple Lune-Uranus en tension, conjonction, position carrée, Charles Manson est rejeté par sa mère à 13 ans, errant de foyer d'adoption en maison de correction, tandis qu'Ada Lanza n'en peut plus d'être étouffée par la sienne pour cause d'autisme. Elle a tellement honte de lui parce que son autisme s'aggrave au fur et à mesure que les années passent, qu'elle refuse qu'il parle aux voisins. C'est elle qui reçoit les voisins. Voyez, donc il ne sort pas, ou à la limite il rase les murs, il va à l'université de façon en essayant de passer inaperçu le plus souvent. Que faire alors, sinon s'affranchir de la matrice originelle, comme de toutes ces formes sociales et collectives, écoles, lycées, universités, partis politiques, etc. Ce n'est pas un hasard si James Egan Holmes déclare « Je suis le Joker » au policier qui l'arrête. L'ennemi mortel de Batman, le bon qui combat le crime, gangrenant Gotham City, est un méchant, conscient de sa propre folie, mais qui se sait irrécupérable. Et là, on a une composition absolument extraordinaire de la part de aidez-moi, de cet acteur-là, dans le premier Batman. Jack Nicholson. Jack Nicholson, voilà, c'est ça. Aimant se lancer des défis aussi spectaculaires que macabres, une tuerie dans un cinéma pour Holmes, il fait le mal pour le mal, n'ayant ni pitié ni morale, symbolisme d'Uranus. Sa seule volonté est d'instaurer le chaos, encore Uranus, car ça l'amuse. Certains hommes veulent juste voir le monde brûler, constate Alfred Pennyworth, majordome de Bruce Wayne, alias Batman, amusement goûté par un Mercure perverti. Troisième point commun, un Mercure perturbé, agressé par Saturne et Uranus, dans 4 cas sur 7. Manson, Harris, Klebold, Holmes. Tous ces masses meureuses ont conçu, organisé et perpétré leur massacre selon un plan Mercure-Saturne, rigueur, minutie, sang-froid et surtout rancune. Et on l'a bien vu encore pour l'explosion des bombes à Boston. Mercure et Saturne sont des arts de la pensée, raison abstraite, structurée et secondaire, introvertie. Saturne accentuant la prise de distance de Mercure, leur aspect de tension la transforme avec le temps, Saturne, en ressentiment ruminé. Et parfois vengeance fanatique pour peu que le moi, Soleil, ait été blessé dès l'adolescence. Ainsi, Charles Manson est-il un orphelin de mère à 13 ans, alors que Eric Harris et David Klebold, têtes de turc de Columbine, se font régulièrement frapper et traiter de PD. Les deux amis sont toujours ensemble. Le premier choisira le jour du 110e anniversaire de la naissance d'Hitler pour leur sanglante opération. En plus, ils ont de la culture. Oui. Quant au couple Mercure-Uranus, il met en scène Mercure, cet événement foudroyant, exceptionnel Uranus,
qui est une tuerie de masse, fruit d'un esprit paranoïaque enfermé dans sa vision du monde. Avant de s'attaquer à leur lycée, le tandem Harris-Klebold prévoyait de détourner un avion à l'aéroport de Denver pour aller s'écraser sur un immeuble de New York. Sinistre prémonition martienne du 11 septembre 2001. Et moi, ce que j'ai réalisé après, c'est que j'avais un Mercure qui était carré Saturne. Donc je me suis dit, j'ai un brillant avenir devant moi, mais il va falloir que je fasse ça de façon parfaite. On va pas me faire prendre. Ascendant Vierge, oui. Oui, voilà. Alors, ensuite, il y a encore un aspect commun. Ah, voilà. Ça, c'était ma grande surprise. Et je dirais mon plus grand profit de cette étude, c'est, peut-être montrer un petit peu, c'est le rôle de Chiron. Un Chiron opposé ou carré au Soleil, dans 3 cas sur 7. Defeo Junior, Holmes, Lanza, plus un carré à la Lune chez Holmes. C'est la grande surprise de cette astrotypologie. Surprise, pas vraiment. Chiron incarne nos blessures physiques, émotionnelles, psychologiques et spirituelles, souvent profondes car infligées dans l'enfance ou la prime adolescence. Le carré Soleil-Chiron révèle que le moi a été cassé par des parents brillants. James Egan Holmes entendait souvent dire de son père, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras jamais. Un père violent, Ronald Defeo Senior, frappe encore son fils adulte. Ou des camarades cruels. Tu n'es pas normal, c'est ce qu'on lui disait. Vous voyez, tu n'es pas normal, Adam Lanza. Que faire alors? Se couper de ses émotions pour ne plus souffrir, trouver un bouc émissaire pour échapper à la mort intérieure, en lui donnant la mort à son tour. Tel fut le destin d'Adam Lanza. Bon. Et c'est vrai que j'ai pensé à ce que tu nous as dit ce matin. Dommage qu'il n'ait pas été dans la résilience. La fulgurante et spectaculaire trajectoire des masses meureuses n'est jamais que la lente et banale histoire de leur burn-out social. Charles Manson, Ronald Defeo Jr., Eric Harris, Dylan Klebold, Andrés Bering Breivik, James Egan Holmes et Adam Lanza auraient-ils pu être touchés par la résilience chère au psychiatre français Boris Cyrulnik? Un regard bienveillant, une écoute attentive, une main tendue auraient-ils suffi pour arrêter le monstre naissant? Au terme de cette longue étude, je vous laisse le choix. Voilà. Pas inéluctable. Mais c'est une lente dégradation, une lente dissolution du mental, de l'âme, du cœur, au cours de toutes ces années fragiles qui couvrent à la fois l'adolescence, l'enfance et l'adolescence. Voilà. Et des parents qui n'ont pas compris ou qui n'ont pas été à la hauteur. Mais enfin, c'est un gigantesque gâchis, avec évidemment des victimes qui, quand elles ne sont pas mortes, garderont dans leur chair le traumatisme parce qu'elles sont estropiées, parce qu'elles sont mutilées. Voilà. Et je dirais aussi, c'est la leçon que les États-Unis persistent à ne pas comprendre.